J'ai une question que je vais adresser à Christophe. En tant que formateur et en tant qu'ergonome, quel regard ergonomique, du coup, tu as sur la formation au CNAM? Qui a dit ça? Vincent Gouillette. Et tu n'as pas le droit de te cacher sous la table. Tu peux me reformuler là parce que j'ai un souci avec le regard ergonomique. Je ne sais pas comment Alors, d'un point de vue ergonomique, comment tu vis le fait d'être à la fois ergonome et à la fois formateur? Ah, d'accord. Ah, je crois. Globalement bien, mais pas tous les jours. Ça dépend. Ça te va ou tu veux que je Tu peux développer un peu? Je sais pas, je vais faire comme vous, alors je vais raconter un peu ma vie, parce que je suis comme Héloïse, je suis pas formateur ou je viens pas de la formation, des sciences de l'éducation ou de discipline, plutôt un parcours. Je suis ergonome de formation initiale. Bon, pour certains, vous la connaissez par cœur cette histoire, donc j'aime bien raconter ma vie. Alors. Et donc la formation, c'est plutôt venu, c'est plutôt imposé à moi. Enfin, le fait d'être formateur et de rentrer dans des dispositifs de formation ou de coordonner une formation, c'est imposé à moi parce que j'ai postulé au CNAM et j'ai été retenu. Et quand je suis arrivé au CNAM, j'étais ergonome consultant, enfin, je faisais plutôt du conseil. Et j'ai commencé à faire plus le formateur. Alors, un peu comme Héloïse et Cécile, j'avais des actions de formation en tant que consultant. Donc j'avais déjà touché aux questions de formation, mais pour moi qui sont radicalement différentes. De penser la formation quand tu es ergonome comme une action qui s'insère dans une prestation, etc. Ou d'agir et de monter un dispositif de formation pour accompagner des individus vers des apprentissages, etc. Alors radicalement différentes, ça ne veut pas dire qu'elles sont incompatibles et que ça n'a rien à voir. Mais c'est pas tout, c'est quand même des mondes un peu différents. Donc j'ai commencé à faire de manière plus forte des cours du soir. Donc les UE dont certaines existent ou qui sont devenues autre chose maintenant. Et puis ensuite ça a été un choix local là, du CNAM des Pays de la Loire de monter les formations en alternance, en ergonomie, mais d'une manière plus large. Et donc c'est ce choix-là dans lequel je suis rentré. Et du coup, j'ai eu à coordonner tout d'abord un certificat de compétences qui est devenu le Master 1, puis du Master 1 à la deuxième année de Master, etc. Donc ça, c'est une histoire qui a maintenant 8 ans. Et j'ai regardé ça, oui, certainement, plus en portant un regard d'ergonome qu'un regard de formateur. Parce que moi... séquences pédagogiques, séances pédagogiques, tout ça, pour moi, module, c'était un peu tout pareil. C'est des boîtes. Moi, ce qui m'intéressait plus, c'est qu'est-ce qui rentre et puis comment ça sort de la boîte. Après, qu'on appelait ça séance. Alors, c'est après, avec le temps, que j'ai travaillé avec le langage du monde de la formation, comment ça s'emboîte, tout ça, qu'est-ce qu'on y met, qu'est-ce qu'on évalue. Voilà. Mais je suis rentré plutôt, et je pense que c'est ce que j'essaie encore de faire, plutôt de rentrer par qu'est-ce qu'on vise qu'est-ce qu'on veut en sortie, vers quel métier on veut aller. Et c'est pour ça que je remerciais aussi particulièrement Vincent tout à l'heure, parce qu'il nous a remis encore il nous a rebrassé bien les choses, c'est-à-dire quels sont nos modèles, vers quelle intervention, quels sont... Moi, ça m'interpelle en me disant, mais
une question que je me pose chaque année quand je travaille la maquette, c'est-à-dire pour quels ergonomes demain, après-demain, et du coup, c'est quoi l'intervention? Parce qu'on forme des praticiens à l'intervention. Je sais pas, c'est déjà assez long là, non? Donc, et ce regard, il traverse, je pense, dans la maquette, mais ça a été déjà évoqué dans d'autres rendez-vous ou d'autres. Il y a des traces de ce travail pédagogique, il me semble, de construction de dispositifs de formation. Il y a des traces de l'ergonome. Je pense par exemple au dispositif de RG135 Vis-Mavis, où l'objet, c'est bien d'apprendre par des situations de travail, en faisant, par alors soit des mises en situation, des situations simulées. Hein. Donc c'est vraiment un... Et donc là, je suis allé, j'ai découvert, enfin, j'avais déjà entendu parler de la didactique professionnelle ou les travaux de Pierre Rabardel, mais c'est des choses que j'ai découvert plus quand j'étais au CNAM et que j'ai, disons, plutôt vraiment embrassé ou sur lesquels je suis allé de manière plus précise et plus profonde à ce moment-là. C'était pas dans ma formation initiale d'ergonome. C'était pas forcément cet axe-là qui était fortement développé. Même si c'était évoqué. Mais donc, ouais, c'est un travail aussi d'articulation, de remaillage, de rencontres, parce qu'on fait rencontrer... Il y a des rencontres de personnes, mais il y a aussi des rencontres conceptuelles, de pratiques, de méthodes, voilà, qu'on se fait nous-mêmes. On rencontre des idées. Hein. Je ne sais pas si ça se dit. Enfin, j'essaie de vous dire comment moi ça se passe un petit peu. Je dis, tiens, cette idée-là, ça a à voir avec ce que je fais, mais est-ce que c'est bien de l'accrocher? Un petit peu ce que tu évoquais hein, tout à l'heure. Il faut aller voir les autres, comment ils conceptualisent ça. Est-ce que... On va dire, bah, toi, ta représentation, ça vaut rien, mais moi, la mienne, elle est vachement mieux. Hein. Ou il faut aller à la rencontre, essayer de comprendre, et se dire, bah ouais, c'est un autre point de vue, mais est-ce qu'ils sont conciliables? Est-ce qu'ils peuvent être conciliables? Est-ce que ça se... Là, je crois que j'ai changé de sujet. Voilà, je ne sais pas si ça répond tout à fait à ta question, mais c'est plutôt, voilà, ça participe en tout cas du projet que je me fais, moi, de la construction pédagogique. Et pour moi, le dispositif de formation, tout ça, c'est vraiment des moyens pour une finalité, qui est la finalité du professionnel, mais que je ne porte pas seul, forcément, il y a ma petite touche, mais qui est un travail distribué, parce que c'est partagé avec l'équipe pédagogique nationale du CNAM, mais c'est aussi traversé par, on voit, il y a différentes universités ici qui sont représentées, des praticiens qui sont dans la salle et pour certains interviennent dans le master. Il y a aussi une visée un peu collective de ce qu'on veut faire du métier, de notre profession, mais qui... Je cherche ces débats-là, j'attrape. Voilà. Après, on fait chacun notre cuisine un petit peu, je dirais. Oui. Juste une remarque aussi en passant sur le fait que voilà, en tant qu'ergonome, on n'est pas effectivement forcément formé aux questions de formation et on devient formateur sans avoir été sensibilisé, voire formé, avoir suivi une formation, sauf exception ce matin, on va dire. Je pense que c'est plus général, hein, en France en tout cas, c'est, me semble-t-il, une des spécificités du champ de la formation professionnelle, où on a beaucoup mis en avant l'expertise des professionnels, l'expertise de métier. Et cette expertise de métier rend légitime le fait qu'à un moment donné, eh bien, on devienne formateur.
sans avoir... Donc, ce n'est pas propre à l'ergonomie, c'est propre à tous les métiers. Voilà, un jour, on peut avoir l'opportunité, en tant qu'expert d'un métier particulier, d'un domaine particulier, eh bien, de se retrouver dans la position d'être celui ou celle qui va former les autres. Alors, c'est assez, me semble-t-il, spécifique à la France. C'est sûrement un choix à un moment donné, politique aussi, enfin en tout cas stratégique dans le champ de la formation, qui nous échappe en tant qu'ergonome. On n'y a, je pense, absolument pas contribué, mais qui a fait qu'effectivement, il y a certes des formations pour devenir cadre du champ de la formation professionnelle, pour organiser, coordonner, etc., différentes institutions ou autres, voire animer des formations et les concevoir. Mais ça n'a rien d'obligatoire pour, à un moment donné, devenir formateur. Ce n'est pas du tout le cas, par exemple, dans d'autres pays, au Portugal ou au Québec, pour des exemples en tout cas que moi je connais, où effectivement, quand à un moment donné, des professionnels se disent « Tiens, ben, voilà, je me pose la question d'aujourd'hui changer de métier et donc devenir formateur », eh bien, ces professionnels-là doivent passer par une formation à l'université qui permet de valider effectivement leurs compétences de formateur au-delà de leur expertise de métier. Et donc voilà, c'est pas la même chose partout, on va dire. Et à ce moment-là, eh bien, probablement que les ergonomes qui voudraient devenir formateurs eux-mêmes auraient à passer ce genre de qualification. Voilà. En France, ce n'est pas le choix qui a été fait et je pense que ce choix-là teinte évidemment tous les métiers et la manière dont on rentre dans le métier de formateur, alors de manière très occasionnelle ou de manière beaucoup plus pérenne, sans avoir été formé à ces questions-là, ou en tout cas voilà, en s'essayant sur le terrain, en bricolant, comme disaient nos collègues ce matin. Et nous sommes un certain nombre à être de fameux bricoleurs, plus que du dimanche. Pour poursuivre avec ta question, Noëlla, moi, je pense que j'avais des croyances, des a priori, enfin, peut-être pas les mêmes que ceux que tu as indiqués, Jeanne, non, mais en faisant, je me suis rendu compte que je n'étais pas un professionnel de la formation. Alors, je ne sais pas si je le suis devenu, en tout cas, en faisant, disons que j'ai appris en situation. Et c'est vrai que je suis... c'est la patine des années, de la pratique, en allant chercher d'autres expériences, en travaillant avec d'autres, que ça s'est fait, hein, pas par une formation initiale. Mais je dirais, en effet, il y a ce que tu indiques, Catherine. Après, c'est ce que tu évoquais tout à l'heure, Vincent. C'est-à-dire que la formation, ça ne se finit pas dans la formation initiale. Les parcours professionnels ne s'arrêtent pas à la formation initiale. Il y a des évolutions. Heureusement que toutes les évolutions professionnelles ne repassent pas forcément par des qualifications ou un retour sur les bancs de l'école. Mais la question reste posée pour autant, parce qu'il y a des questions il y a des minimums de compétences requises. Oui, bonjour. Donc, toujours Emmanuelle Begon de la Maison de la Formation Situation. J'ai participé à l'expérimentation à FEST qui a duré 3 ans parce que j'étais chargée de mission au sein de l'ANACT. Et dans le contexte de l'action de formation en situation de travail, cette figure de l'ergonome formateur est très mobilisée, très sollicitée. On a vu dans l'expérimentation que le passage par l'analyse du travail a généré des effets au-delà de la formation des personnes, des effets nombreux et très valeureux sur l'organisation du travail, sur la qualité du collectif, sur le soutien organisationnel, sur le sens donné au travail. Enfin, il y a eu vraiment des effets non attendus très puissants pour les organisations, réalisé grâce à cette première étape qui est l'analyse de l'activité de travail.
Cependant, ce n'était pas ce qui était visé. Ce qui était visé, c'était le développement d'une compétence. Et pourtant, ça a vraiment transformé des petites entreprises de manière durable. Donc ce sont des interventions d'ergonomes qui n'ont pas dit leur nom. Et du coup, ma question, c'est, d'après vous, est-ce qu'un bon ergonome, c'est un ergonome masqué? Je vais attraper votre question de deux manières. C'est-à-dire que je ne pense pas qu'il y a le bon ergonome. Encore plus? Ouais, là c'est bien. Je ne pense pas qu'il y ait le bon ergonome. Enfin, encore une fois, je vais remettre un pluriel. C'est-à-dire, je pense qu'il y a plein de façons de pratiquer l'ergonomie et qu'il y a plein d'ergonomes différents. Et après, être masqué ou pas, je pense que c'est une posture professionnelle. C'est-à-dire que ça implique beaucoup de choses derrière. C'est-à-dire que, par exemple, comment on peut promouvoir un espace de dialogue et, avec lequel on met un cadre où il y a des questions de transparence, il y a des questions d'éthique, il y a des questions de valeur, etc. Et en même temps intervenir sans nous-mêmes se présenter en tant qu'ergonome et du coup défendre finalement ce qu'on porte en tant qu'ergonome. Vous voyez, c'est là où je pense que c'est des stratégies. Après, je pense que c'est des stratégies qui peuvent s'entendre dans plein de lieux. Mais est-ce qu'elles sont bonnes ou pas bonnes? Je pense que ça dépend encore une fois de la grille de critères qu'on prend. J'ai pas de meilleure réponse que ça. Ce que je voulais dire, c'est que rentrer par une petite porte, même si c'est une petite porte très valeureuse, que serait le développement d'une compétence donnée sur un poste donné. Voilà, on peut peut-être juste dire qu'on vient travailler à cela, et en réalité, dans le fond, on impulse beaucoup d'autres transformations. Et le vrai travail, il me semble, voilà, de l'ergonomie, c'est d'accompagner les transformations des organisations pour que les personnes s'y développent. Mais à l'annoncer dès le départ, on va toucher à votre organisation du travail, voilà, ça se fait pas, ça marche pas, ça se joue pas. Oui, alors je pense que ça dépend beaucoup des contextes dans lesquels on intervient et de la connaissance qu'ont aussi les acteurs de terrain de l'ergonomie, voilà, de la représentation qu'eux-mêmes ont de ce qu'est un ergonome, de ce qu'il est capable de faire ou de ce qu'il sait faire, de son domaine aussi d'intervention, comme on l'a vu tout à l'heure, hein, effectivement, voilà, quand les ergonomes sont très estampillés santé au travail, eh bien, à ramener des questions de compétences, ça peut être très compliqué, parce que effectivement, c'est pas ce qui est attendu. Quand les ergonomes sont très estampillés, je sais pas moi, bureau et chaises, eh bien, évidemment, c'est compliqué d'arriver avec autre chose et parfois, effectivement, un certain nombre de collègues font le choix à ce moment-là de ne pas être ergonome parce qu'au final, c'est par exemple plus simple dans certaines organisations d'être facteur organisationnel et humain. Parce que ça brasse plus large et que donc on va être légitime pour parler d'organisation du travail, pour parler des dimensions plus humaines et de développement des compétences, que cette notion d'ergonomie réduite à la chaise et le bureau ou l'interface homme-machine. Voilà, donc ça, je pense que c'est à géométrie variable, ça dépend beaucoup des situations dans lesquelles on intervient. Et alors, personnellement, en tout cas, à un moment donné, c'est bien quand même d'arriver à pouvoir parler d'ergonomie autrement et donc de ramener l'ergonomie dans les parages, me semble-t-il, pour aussi contribuer à changer ces représentations. Mais voilà, ça c'est
mon point de vue très personnel et la manière dont je pourrais faire les choses. Vas-y, Paul. J'aimerais poursuivre là sur l'histoire des masques. Non, tu voulais parler des masques peut-être, Paul? Oui, les ergonomes masqués. Oui. Alors moi je connais pas bien le concombre masqué, mais sur l'ergonome masqué, je pense qu'il faudrait distinguer. Alors je poursuis un petit peu sur ce que tu évoques, Catherine, où tu peux être estampillé FOH ou que sais-je. Moi je ne suis pas sûr que pour la santé de l'ergonome soit très bien d'être un ergonome masqué. C'est-à-dire d'arriver avec un masque, voilà, bah oui, ils sont coming out. Nous, on essaye de leur faire en formation parce que après, comme ça, ça c'est réglé. Après, on sait qui on est, donc on est mieux dans ses chaussures, quoi. Parce que il y a des questions d'identité là. On pourrait dire si on se tourne vers le sociologue. Donc, pour moi, il n'y a aucun drame d'être FOH ou être ergonome SST ou être ergonome je sais pas quoi ou de pas s'appeler ergonome. On utilise l'ergonomie pour faire son boulot, pour atteindre des objectifs qui nous sont confiés, qu'on se confie soi-même. Voilà. Mais être masqué, dire je vais m'appeler FOH pour faire l'ergonome, pour penser que je suis... Là ça me semble un peu... Par contre, si on parle d'intention masquée, c'est-à-dire qu'on aimerait emmener l'entreprise vers la prise en compte des développements des compétences, des transmissions, etc., alors qu'ils m'attendent sur un aspect technologique, technique, etc. Et que je rentre par la porte, de toute façon, j'ai que la porte de la technique qui est ouverte, mais derrière, il y a tout un tas de choses, etc. Donc je vais prendre cette porte, parce que de toute façon, les autres, elles sont fermées. Et je vais essayer de faire avancer un peu le truc. Voilà. C'était Christian Martin qui nous disait que c'est le chemin de l'ergonome, c'est comme le saumon, il essaye de remonter la rivière. Voilà. Donc voilà, je pense qu'il y a un truc comme ça, on essaye d'aller à contre-courant, essayer de voir comment on peut... voilà. Donc la question des intentions, je pense qu'on avait parlé des questions de concept, c'est-à-dire qu'est-ce que vise l'ergonome dans son action. Je pense que ça aussi, ça reste encore qui est autre chose que les modèles que tu évoquais, Vincent, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on vise. Alors il y a le triangle, là, on avait un couplage santé-performance, on a un triangle, donc je pense en effet, je pense qu'on est de plus en plus nombreux dans la communauté, alors on le formalise peut-être pas comme ça, on l'écrit pas comme ça, mais les questions de développement, de visée de développement des compétences, je pense que c'est... Je ne l'aurais pas dit comme ça il y a 20 ans quand j'étais jeune diplômé. Donc je pense que c'est des questions qui avancent, qu'on assume, qu'on outille, etc. Pour autant, l'entreprise, elle ne se pose pas les questions comme ça. Radicalement pas comme ça. Donc oui, de ce point de vue-là, entre nous, ce qu'on vise et ce que l'entreprise attend de nous, il y a un écart. Mais je dirais que cet écart, il est peut-être plus le même qu'il y a 20 ans, peut-être plus le même qu'il y a 40 ans, mais il a toujours été cet écart. Il y a toujours un écart entre les demandes sociales, les demandes de l'entreprise et ce qu'on aimerait pouvoir proposer, etc. Mais, alors, est-ce que c'est masqué pour autant ? Moi, je vois plutôt ça comme c'est un petit peu comme ce que tu évoquais, je crois, si on reprend ton petit modèle, Jeanne. C'est-à-dire il y a plein de dimensions, enfin petit, excuse-moi, désolé, je sais pas si ça. Enfin, on bricole tous, si je reprends. Donc en tout cas, moi, ce qui m'a intéressé, c'est qu'il y avait des choses de dimensions très différentes qu'il faut articuler, et que ça, c'est pas donné. Et donc, quand on intervient, on ne sait pas où on met les pieds. On ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas ce que les gens veulent, on ne sait pas si l'organisation elle tourne un peu bien, pas bien. On ne sait pas s'il faut transformer ça. Donc, je pense que ce n'est pas masqué, c'est-à-dire justement pour savoir ça, il ne faut pas être masqué, il faut quand même dire un peu ses intentions, parce que sinon on ne nous donne rien à voir. Par contre, après, voilà,
jusqu'où on peut faire avancer les choses dans une dynamique. Voilà. La parole est à Paul. Merci, oui. Donc, je ne reviens pas sur l'histoire du masque, mais par contre, je ne sais pas, je m'excuse encore que je n'étais pas là ce matin, mais j'ai une interrogation sur d'où vient finalement cette question autour de la formation. Parce que je me dis, d'un point de vue, j'entends des ergonomes, et quand j'entends les ergonomes, je me dis, est-ce que pour eux, la formation, c'est un outil de l'ergonomie? Est-ce que c'est un marché nouveau qui s'ouvre? Est-ce que c'est un volet de professionnalisation nouveau dans la palette de ce qu'on propose dans les masters d'ergonomie? Est-ce que c'est un soutien à la pérennisation d'un changement projeté dans une intervention ergonomique? Est-ce que c'est une voie d'intervention sur les conditions de travail? Et vous vous adressez pour ça, j'ai dit vous de façon un peu abrupte, il faut reconnaître, mais vous vous adressez pour ça à la formation. Et alors je me dis, c'est quoi la formation? Tu viens de dire, Christophe, quand même, l'intention que nous avons en tant qu'ergonome, c'est central. Tu penses que les... Voilà, tu peux le faire comme ça. Et du coup, la question que je me pose, c'est, pour moi qui viens du monde de la formation, c'est sommes-nous aussi rigoureux que vous sur quelle est l'intention que j'ai quand je forme ou quand je fais une formation? Je fais une formation parce que c'est un marché, parce que c'est un outil de mon travail, parce que c'est un moyen de professionnalisation, parce que pour soutenir un changement qui a été projeté par d'autres, je viens booster un petit peu les éléments qui ont été évoqués. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il me semble que vous avez un regard très unitaire ou très unificateur sur la formation. Je pense qu'en fait, il y a des tas de sortes de formations avec des tas de finalités différentes, des tas de buts différents. Et que du coup, positionner toute l'ergonomie en se disant comment les ergonomes, nous, on peut faire pour travailler la formation. Vous nous faites grand honneur à penser qu'il y a la formation, alors que justement, nous aussi, nous sommes des bricoleurs du lundi. C'est-à-dire qu'on fabrique aussi quelque chose, on est des artisans finalement de quelque chose qui s'appelle l'apprendre aussi. On essaye de faire passer malgré tout quelque chose qui s'appelle faire apprendre quelque chose à quelqu'un, malgré le marché, malgré, etc., etc. Donc il y a un côté jusqu'au boutiste qui ne manque pas de panache chez les ergonomes, mais qui, selon moi, est compliqué par rapport au marché de la formation d'aujourd'hui, qui est quand même très morcelé, très compliqué. On parlait tout à l'heure de la formation des formateurs, mais dans beaucoup d'entreprises, les formateurs, c'est des gens qui sont chargés d'occuper la fonction pendant 3 ans et ensuite de revenir à leur fonction antérieure. Donc il n'y a pas forcément de pérennité. Les gens font ça parce que ça doit se faire dans un parcours formateur. Donc on a toute une série de complications qui viennent brouiller la vision qu'on a de la formation. Voilà. Du coup, comment être... est-ce que l'ergonomie... voilà, moi aussi, je vais dire les ergonomes. Voilà, il me semble qu'il y a des tas d'ergonomies différentes, que vous êtes des représentants d'une ergonomie, je ne dirais pas particulière, mais néanmoins quand même assez centrée, hein, singulière, voilà. Et que du coup, la question, c'est de savoir comment aborder cette question-là du rapport entre les deux, sachant que pour finir, le titre de la journée que tu as organisée, Christophe, c'est « Travailler et se former ». C'est pas travailler et la formation. Donc on a un fameux problème de se dire finalement, voilà, qu'est-ce qu'on met derrière se former, voilà. Bon, je crois, évidemment, tu as complètement raison. Cette idée, enfin, cette question sur la formation, c'était plus le champ de la formation. Probablement ce dont on souhaite parler et la manière dont, en tant qu'ergonome, on s'inscrit, on investit, on travaille ce champ de la formation au regard des enjeux que l'on souhaite défendre sur la conception des lieux de travail et la transformation de ces lieux de travail
avec un double objectif de santé et de performance. Voilà. Donc je pense que c'est davantage ça qu'on a peut-être réduit au fil de la journée à la formation. Mais c'est vraiment voilà, comment en tant qu'ergonome on se positionne dans ce champ-là. Quand on sait qu'effectivement, eh bien, dans ce champ-là, il y a des approches très diverses de la formation et de ce qu'est former ou se former. Donc voilà, je pense que on a essayé de préciser, alors ce matin et puis cet après-midi, justement, la manière dont, en tant qu'ergonome, on voyait ces choses-là et comment, notamment nos modèles d'intervention aussi, nous permettent de nous outiller ou au contraire, reste encore à travailler pour la spécificité d'un champ qui est proche du travail et que l'on souhaite, nous, comme proche du travail, mais qui en même temps a un certain nombre de spécificités parce que, effectivement, se former, c'est pas complètement non plus être directement au travail. Voilà. Et donc ça, c'est quelque chose d'important et qui nous semble important à travailler. Je pense qu'il y a un côté très hétérogène que... Encore, ouais. Il y a un côté extrêmement hétérogène, comme tu le dis, et je pense qu'il faut qu'on le conserve. En revanche, il y a aussi des formes d'invariance extrêmement fortes. Il y a des ingénieries pédagogiques, par exemple, dominantes, qu'on retrouve pratiquement partout, au moins dans les grandes entreprises, voire même dans les centres de formation plus ou moins grands. Ce qui fait qu'on voit quand même, il y a des modèles qui sont bien implantés, quoi. Et il y a aussi, dans ces formes-là, il y a aussi les cadres réglementaires, où les cadres réglementaires, finalement, comme au travail plus classique, si je puis dire, tu as aussi tout le fait que la formation en France est très réglementée, correspond à des budgets particuliers, et du coup entraîne, me semble-t-il, des processus gestionnaires et organisationnels quand même assez structurés, quoi. Ce qui fait que le côté dont tu parles d'artisan, je pense qu'on l'a quand on le regarde du point de vue des activités de travail qui se réalisent, mais que par contre, si on regarde d'un point de vue plus organisationnel ou plus réglementaire, on voit quand même des formes extrêmement structurées et d'un certain côté structurantes pour ces activités. Oui, c'est très structurant, oui, mais du coup, moi, il me semble que ça vaut le coup quand on a toute une assemblée de futurs ergonomes de pouvoir leur dire que précisément ce qu'on attend d'eux, c'est non pas de déstructurer, mais c'est d'amener une plus-value tout à fait singulière dans l'espace, y compris dans l'espace de la formation. C'est-à-dire qu'on sait bien que les structures, on ne peut pas les casser. On voit bien les appels d'offres. Alors, je ne sais pas si vous êtes familier des appels d'offres, des formations au niveau des régions, etc. Mais c'est absolument codifié. Vous avez 5 lignes pour raconter quelque chose. Donc, il y a très peu de marge de manœuvre, d'une certaine manière, pour arriver à faire de la formation autrement. Et par contre, ce que personnellement j'ai testé en tant qu'ancien professionnel de la formation et récent universitaire, même si ça ne se voit plus, c'est que l'idée, c'est quand même de pouvoir entrer dans des milieux de travail avec finalement l'idée de la formation. L'idée de la formation, elle est à la fois, je vais être méchant, mais elle est à la fois très nécrosée par les structures et par ce que vient de décrire à l'instant Vincent, et à la fois, elle jouit d'une image extrêmement positive. Qui pourrait être contre le développement des personnes? Qui peut être contre faire apprendre quelque chose à quelqu'un? Donc il y a une ouverture très forte à la formation, et le fait de pouvoir se présenter avec cette étiquette aussi formateur fait qu'on a tout de suite une écoute qui est positive. Si
Mais si en même temps vous avez les compétences pour intervenir, pour lire le travail de près. Les services formation ne savent pas lire le travail de près. Ils ne savent pas, ils ne connaissent plus le travail depuis très longtemps. Ils raisonnent sur les emplois. Donc vous arrivez avec des compétences de réflexion sur le travail qui permettent à des ergonomes de donner à voir et de donner très vite à comprendre, pas forcément sur des interventions très longues, mais de donner très vite à comprendre des phénomènes qui se passent au travail et qui méritent à ce moment-là qu'on convoque une formation, qu'on convoque une dynamique développementale, etc. Donc le but de la manœuvre, ce n'est pas de transformer des ergonomes en formateurs, mais c'est par contre d'amener la valeur ajoutée de l'ergonome dans le monde de la formation, parce que les formateurs d'aujourd'hui, ils n'ont pas votre compétence. Donc ils ne savent pas regarder le travail et d'ailleurs ils n'ont pas envie de le connaître. Eux, ce qu'ils regardent, c'est le programme de formation. Ce n'est pas le travail. Donc le boulot d'étudiant comme vous tous, là, qui allez sortir avec vos diplômes sous 1 an ou 2, c'est précisément d'aller, on va dire, d'aller impacter, et notamment avec la nouvelle loi sur la formation professionnelle, d'aller rencontrer des organismes de formation qui ne savent pas faire le travail que vous savez faire. Et là, il y a un vrai savoir-faire, il y a une vraie plus-value, me semble-t-il, de la réflexion ergonomique et de la rigueur de la réflexion ergonomique. Je le dis parce que j'ai été formé par cette dame ici, là, qui prend l'air de rien. Et puis aussi cette autre qui est là-bas, enfin, etc. Je dis que j'ai été formé parce qu'on a travaillé ensemble et là j'ai compris ma douleur en travaillant avec un ergonome. Vous voyez. Parce que moi j'avais la souplesse et la plasticité du formateur et puis j'ai découvert qu'on pouvait faire les choses, en tout cas dans le cadre du travail, de manière assez sérieuse. Donc il me semble qu'il y a quelque chose qui est très intéressant que vous amenez dans des organismes de formation, c'est pointer des éléments du travail. Ça ne veut pas dire que les formateurs n'ont pas une vision du travail, bien sûr. Ils la développent avec leurs stagiaires, ils posent des questions, ils investiguent les représentations, etc. Ça, ils savent faire, mais regarder l'activité, c'est extrêmement difficile pour eux. Sans formation, c'est très, très compliqué. Si vous voulez, ils ont un certain niveau d'appréhension du travail, mais pour certains types de problèmes de formation, ils n'ont pas le niveau requis, finalement, ils n'arrivent pas à atteindre le niveau utile pour pouvoir nourrir un programme de formation. J'attire votre attention aussi sur le fait, et c'est pour ça que je réagissais à la formation, c'est que les formateurs raisonnent avec des programmes a priori le plus souvent. Vous avez entendu ce que nous a dit Benoît. Benoît nous dit, non, mais en fait, il y a des programmes qui sont prévus a priori, basés sur la réalité du travail. Et puis, je ne reviens pas sur ce constat qui m'a désespéré, mon pauvre Benoît, mais voilà, hein, où, en fait, il a bien montré que, en fait, c'est pas ça. Les gens pensent connaître le travail, mais en fait, ils ne connaissent que les représentations du travail. Donc, voilà, je finis là, mais vous voyez, la formation, l'idée, c'est que vous puissiez aussi aider à concevoir des programmes qui soient réellement basés, justement, sur le travail tel que Benoît est en train de le faire. Donc je pense que c'est un gars à suivre, celui-là. Je voulais juste réagir par rapport à ça. En fin de compte, regarder le travail, c'est un peu l'échange qu'on a eu. C'est dans mon parcours précédent. Regarder le travail, pour moi, c'était visiter une entreprise. Et donc faire du tourisme industriel. Et j'étais super sûr de moi à chaque fois en sortant. Et là, dans une autre posture, je visite des entreprises dans le cadre d'une association où je ne vais pas chercher les mêmes choses, notamment les traces de l'activité qu'on voit en M1, qu'on nous parle toujours de traces de l'activité. C'est là où se porte aujourd'hui le regard et je pense que c'est peut-être là aussi où on peut commencer à réfléchir formation. Moi, j'espère qu'on n'a pas laissé penser qu'on parlait de la formation, mais je pense que de l'autre côté, il y a le travail aussi. On peut dire la même chose de le travail. Et je voulais, dans mon petit pitch que j'avais préparé là pour ce matin, mais que j'ai écourté, c'est-à-dire dans le petit chapeau, là, j'avais écrit les liens indéfectibles entre travail et formation. Et je pense, en effet, globalement, tous les acteurs pensent qu'il y a des liens très forts entre travail et formation.
mais qu'est-ce qu'on met dans le travail, qu'est-ce qu'on met dans la formation. Et en fait, je m'étais noté, c'est qu'un jeu d'écran, en fait. C'est que du travail vers la formation, ce qu'on vise, ce n'est pas la formation, il y a d'autres choses. Comme de la formation vers le travail, en fait, il y a des questions de qualification, des questions d'emploi, d'employabilité, et ça ne vise pas toujours le travail, ou ce n'est pas toujours supporté par le travail, ou alors quel travail. Voilà. Et donc, en fait, il n'y a que des quiproquos, ou des incompréhensions, ou et il me semble que notre travail à nous, alors nous plus large, c'est-à-dire ceux qui s'intéressent justement à ces relations et de les manier, moi, quand j'ai préparé le truc, il y avait deux notions qui me semblaient clés, mais c'est de mon... Voilà, là, je pense que je parle, vous pouvez me corriger, hein. Il y a la notion d'activité et la notion d'apprentissage. Et si on regarde quels sont les apprentissages qui se passent dans le travail ou dans la formation et comment on tisse travail et formation, on ne regarde plus les choses de la même manière. Et que l'activité, qu'est-ce qui se passe dans l'activité qui est constructive, productive, etc. Mais c'est un levier. Et l'activité est supportée par les apprentissages et l'activité fait apprentissage, mais pas toujours, et pas automatiquement. Donc c'est pour ça que derrière, on a un truc un peu posé, on se dirait c'est simple, on fait une double flèche, et puis en fait dès qu'on rentre dedans, c'est les formations, les dispositifs de formation, les mondes de la formation, parce que entre des formations gestes et posture et se former à un métier, c'est quand même pas tout à fait pareil, quoi. Faire une formation CACES et faire un dispositif de formation interprofessionnelle sur, je ne sais pas quoi, les évolutions du métier à 5 ou 10 ans, c'est pas tout à fait pareil non plus. Voilà, ou des questions de transmission qui sont dans l'activité. Et donc je pense, c'est pour ça qu'il me semblait, derrière, il faut justement, on rentre dans la forêt, les 2 premiers grands arbres, et ben, il faut aller à l'intérieur, voir ce qui s'y cache, et je pense que moi c'était un peu ça, derrière le il y a des notions clés sur lesquelles plusieurs disciplines voisines, mais qui sont pas trop mal outillées sur dire c'est quoi l'activité, comment on peut aller la voir, même si c'est pas toujours visible, ou qu'on essaye, comment on peut le rendre visible. Je pense que on a une grosse part de notre travail qui est de révéler les choses, au-delà des représentations, pour que derrière les représentations, elles s'objectivent, elles sont quantifiées, qualifiées. Ah oui, mais je ne pensais pas que c'était ce que je vivais. Je ne pensais pas que c'est ce que je faisais. Ou quand tu ressortais transmission, tu as dû avoir, on n'en a pas parlé, mais j'imagine, ah bon, ils se jouent ça quand on discute de ça? Je ne savais pas que c'était utile que je te dise ça, ou je pensais, je le disais, je ne savais même pas que je te le disais, moi. Et donc ça, je pense que c'est ça, dans le monde de la formation, ça, il me semble qu'il y a autour du travail, et qu'est-ce qui est un peu le cœur du travail, et inversement, et c'était un peu mon témoignage tout à l'heure, dans le monde de l'ergonome, on a des formes de simplification de ce qu'est la formation. Voilà, on va dire la formation, mais c'était pour moi justement pour dire une invitation à aller pas dans la formation, on parle de quelle formation, pour quel individu, pour quel groupe, dans quel contexte, pour faire quoi, pour aller où, et donc pour quel apprentissage. Parce que je pense qu'il nous semble, nous, c'est notre point de vue en tant qu'ergonome, qu'est-ce qu'on peut apporter, tant quel apprentissage dans le CACES, par exemple. Et encore, on peut peut-être s'y intéresser, il y a peut-être des choses, hein, je vais peut-être un peu vite là. Je crois qu'il y a une question dans la salle, et puis on va peut-être clôturer cette première journée avec cette question. C'est une question que je voudrais vous poser. Ça cible un peu Madame Jeanne Thébault, puisque j'ai lu vos articles, je suis concerné par ça en ce moment, et ça m'intéresse depuis des années, puisque je suis soignant, je suis infirmier. Donc vos articles m'intéressent beaucoup sur la transmission du savoir, surtout dans l'activité. Je me suis intéressé dans le cadre de ma biblio, c'est pour ça que j'ai lu vos articles sur les transmissions, bien sûr, lors des relèves de poste.
Alors on parle de formation, on sait très bien que le savoir et l'activité est formative aussi sur le terrain. Et on parle de formation déportée, créer de la formation, mais il y a aussi la formation dans l'activité, dans le terrain. Cette formation, on sait que l'entreprise, en général, à l'heure actuelle, ne la voit pas comme quelque chose, disons, favorisant et créant un besoin. En clair, la relève de poste, qui est un produit formatif dans beaucoup de métiers, disparaît et fond comme neige au soleil. Est-ce que là, l'ergonome n'a pas un rôle déjà sur cette transmission et cette formation du savoir sur le terrain pour le protéger et essayer d'amener justement nos outils et nos méthodes pour montrer qu'il est nécessaire, est important et qu'il constitue le savoir d'un personnel? Moi, en tant qu'infirmier, le savoir, je l'ai appris énormément dans les relèves de poste par les expérimentés et tout se construit comme ça. Est-ce que là, on n'a pas notre rôle déjà? Il y a toujours un biais dans les résultats qui sont présentés et dans les papiers qu'on est amené à écrire, etc. Si vous me permettez aujourd'hui d'exprimer ma pensée voilà, plus large que ce qu'on est amené à écrire, ce qui m'a intéressé dans le fait de travailler sur la question de la transmission professionnelle et de l'approcher en termes d'interaction formative en situation de travail, c'était justement pour mettre en visibilité ce travail collectif d'apprentissage par les pairs, de circulation de savoir, qui ne sont pas réduits à certains temps, certains moments. Bien évidemment, il y a des choses qui se jouent pendant les relèves de poste. Et je pense qu'il y a un enjeu fort à défendre l'existence de ces moments de rencontre et de transmission. Donc, dans le milieu hospitalier, on parle de transmission orale, transmission écrite, et d'en faire des moments importants. Mais il y a aussi tous les autres moments. Et l'objectif, moi, que je m'étais, enfin, et le, je sais pas, le combat, je sais pas comment le formuler, mais ce qui ma thèse et ce qui m'anime dans le fait de poursuivre justement la défense de cette thèse, merci Catherine, c'est de dire que on a aussi un modèle de l'homme qui se développe. Donc je ne sais pas si c'est le développement, si c'est le développement tout seul, le développement de l'individu, le développement de l'activité. Je ne vais pas donner la réponse aujourd'hui, mais je pense qu'il y a un peu de tout ça, et tout ça nous intéresse. Et c'est de montrer que justement, face au modèle gestionnaire aujourd'hui, face aux transformations des situations qui contraignent les effectifs, qui contraignent les dispositifs, les matériels, etc., qui font en sorte de, si on reste dans le milieu soignant, d'augmenter le turnover des patients sans se demander ce qu'on est en train de faire et pour les patients et pour les équipes, etc., etc. C'est de montrer que tous ces moments-là, tous ces espaces-là d'échange sur les pratiques sont importants et font partie, de fait, de la production au sens économique du terme. Et c'est là, pour le coup, qu'on est encore mauvais, si je puis dire, si vous me le permettez, dans le fait de défendre et d'objectiver ces aspects-là face à des modèles gestionnaires qui viennent déstructurer l'organisation des collectifs, renforcent les contraintes temporelles, diminuent. L'exemple de l'hôpital aussi du milieu hospitalier était important dans le fait qu'on est dans un milieu qui cumule plusieurs contraintes et avec une place importante de la dimension, je vais l'appeler dimension relationnelle des soins, qui ne rentrent pas dans les cases. On ne peut pas mettre voilà, et ben ça, qu'est-ce qu'on en fait?
Et travailler ces aspects-là au niveau des interactions formatives, moi j'ai trouvé ça très intéressant et je veux poursuivre là-dessus parce que c'est aussi le côté remettre de l'humain dans le monde de la production. Voilà, c'est comme ça que ça me vient là tout de suite à votre question. Je ne sais pas du tout si j'ai répondu finalement, mais voilà ce que ça m'a inspiré. Mais je vais m'allier à Paul Henry en disant, justement, plus on sera nombreux à porter ce regard-là et à aller contre justement les dispositifs qui amènent à penser différemment aussi ce qu'est la formation. Moi, j'avoue que j'ai eu un peu de mal de participer au débat précédent sur la question de la formation parce que j'ai du mal à me positionner par rapport à ce terme-là. Donc, je crois que j'arrive à garder mon périmètre en parlant de transmission professionnelle et en me disant, voilà, moi c'est mon objet, il est là. Et je ne suis pas en train forcément de parler de formation parce que pour moi, dès qu'on parle de formation en situation de travail, on va chercher dans les dispositifs à évaluer ce qui se passe, à trouver des critères pour dire est-ce qu'ils ont bien montré, est-ce qu'ils ont bien appris. Et c'est justement ce que je ne veux pas porter comme regard sur la question de la transmission professionnelle.